Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse de Studio Kalangu, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève, et ce, avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler de la tentative d'évasion la semaine dernière de Mohamed Bazoum, l'ancien président déchu, annoncé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ensuite, il sera question de la première édition du Forum Paix et Sécurité 2023 qui s'est tenu à Lomé au Togo du 21 au 22 octobre avec comme thème central comment renforcer les transitions vers la gouvernance démocratique en Afrique. Enfin, question santé avec la maladie de la diphtérie qui se propage dans la région d'Agadez. À la date du 25 octobre 2023, l'on enregistre 202 cas avec 25 décès selon les services régionaux de la santé. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maimouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Ousseini Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de la presse de ce vendredi 27 octobre 2023. Dans un communiqué en date du 19 octobre 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe la population, je cite, qu'aux environs de 3 heures du matin, le président déchu, Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Fin de citation. Le CNSP félicite la prompte réaction des forces de défense et de sécurité qui a permis de déjouer ce plan qu'il qualifie de déstabilisation du pays. Les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République a déjà ouvert une enquête. Alors je commence avec vous, Maimouna Diado. Comment avez-vous accueilli cette information? Bon, Nafis, comment j'ai accueilli cette information? Je suis sûre que... je l'ai d'abord accueilli parce que, comme tout Nigérien, je l'ai accueilli avec l'information donnée par le CNSP. Mais j'étais vraiment, je ne sais pas dans quelle posture je me trouve, parce que je ne sais pas si il faut donner raison à ce communiqué ou est-ce que il faut ne pas donner raison à ce communiqué. Bon, moi j'étais quand même un peu perturbée parce que je me posais des questions. Si aujourd'hui le président Bazoum voulait fuir, s'évader, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sécurité autour de là où il est retenu, au niveau du palais présidentiel. Parce que tant qu'il y a, en tout cas, des personnes pour sécuriser, des militaires pour sécuriser l'endroit, je me vois un peu, en tout cas, en difficulté pour dire qu'il aurait tenté de s'évader. Les militaires ont été cités dans cette histoire. Mais donc, ce qui veut dire que c'est avec une complicité, tout peut arriver. Voilà. Avec une complicité, tout peut arriver. On ne peut pas aussi ne pas parler de complicité, parce que ça a toujours été ainsi. Quand des complots se font, il y a des complicités internes. Et là, ils ont dit qu'ils ont déjoué. Mais maintenant, ce que moi je pourrais dire, c'est que déjà le procureur a ouvert une enquête par rapport à ça. Et les auteurs même ont été, et leurs complices ont été Donc arrêtés. nous allons rester et nous allons regarder de près ce que ça va donner, l'enquête va donner, parce que certainement qu'il y aura d'autres communications autour de ça. Mais maintenant, il faut que si on arrive jusqu'à pénétrer au sein donc, de ce palais présidentiel, avec la complicité de certains militaires, donc ça veut dire que le CNSP... Mais est-ce que ce ne sont pas même les militaires qui sont présents même dans ce... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans ce cas, il y a vigilance à faire. Le CNSP n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce qu'avavec ça, on redoubler d'efforts. On ne sait jamais encore avec qui ça peut arriver.
avec qui ça peut arriver. Donc, redoubler d'efforts, en tout cas de vigilance, parce que de toutes les mille manières, comme on le dit, la France a juré, en tout cas, de déstabiliser le Niger. Donc, ça peut sortir de nulle part. Hein. Ça peut être palais présidentiel aujourd'hui, ça peut être quelque part où on n'a pas, en tout cas, le temps pour que... Mais on ne le souhaite pas quand même. Mais il faut redoubler de vigilance. Alors, Armi, il faut redoubler de vigilance selon Memouna. Vous, quelle est votre analyse de cette communication du CNSP sur cette tentative d'évasion de l'ancien président Bazoum Mohamed la semaine dernière? Ok, merci. Moi, je rapproche les nouvelles de cette tentative d'évasion du président Bazoum avec le coup d'État qui a été aussi déjoué la veille de son investiture. On a en son temps trouvé ça ridicule et tout, mais après ça semble avoir été confirmé qu'il y aurait bel et bien coup d'État. Donc peut-être que cette fois aussi c'est le cas. Vous vous rappelez la 4x4 qui est venue tirer une fois, deux fois sur la présidence et qui a détalé après. L'auteur a été arrêté au Bénin, je crois, et après on a dit que oui, il y a eu bel et bien tentative, mais que ça n'a pas été bien accordé. Donc c'est peut-être ça, mais toujours est-il que ça reste quand même un peu grotesque pour nous autres qui ne sommes pas des spécialistes de la sécurité, ni encore d'évasion ou de maîtrise de ce genre de plan. Mais rien n'est à exclure. Déjà, quand il s'est agi d'attaquer le Niger pour pouvoir libérer le président Bazoum et le réinstaller, certains ont parlé d'intervention chirurgicale. Donc peut-être qu'il s'agissait de ça. Mais toujours est-il que l'affaire est entre les mains de la justice. Une enquête est ouverte. Et en ce qu'il semble, des soldats ont été déjà, en fait des complices ont été déjà arrêtés. Il y a même eu intervention un peu plus ou moins loin de la présidence au quartier Tchangaré, n'est-ce pas? Des interpellations. Voilà, et des interpellations. Donc vraiment, ça reste à élucider. Parce que c'est des choses, tant que tu n'as pas de témoins, tant que la justice n'aura pas rendu service, bon, on ne saura pas exactement de quoi il s'était agi. Est-ce que le CNSP a intérêt à fomenter, à créer une telle... Est-ce qu'ils sont en mal de popularité? Non, je ne crois pas pour l'instant. Est-ce qu'ils ont à jouer un tel jeu? D'aucuns disent même que normalement, ou peut-être le CNSP devrait peut-être taire cette... Aurait pu taire, peut-être, voilà, mais dans le contexte où on est, c'est bien d'informer le peuple nigérien, le grand public, que vraiment il y a des choses qui se font. S'il faut redoubler parce que là, il y a une véritable complicité, une synergie entre quand même, notamment les jeunes et ceux qui ont fait le coup d'État du 26 juillet. Donc, c'est aussi à leur intention que c'est fait. Parce que, bon, il faut que les gens, quand même, si tant est que c'est vrai, il faut que les gens soient informés. Il ne faut pas qu'ils apprennent par d'autres voies. Parce que la meilleure façon d'informer, c'est de prendre le devant et de dire ça de sources dignes de foi, que voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà, moi, comment je vois cette affaire-là. On dit aussi souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, effectivement. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors vous, Ousseini Issa, quelle explication donner à cette histoire, cette tentative d'évasion de Mohamed Bazoum, ancien président déchu, si je peux le dire? Oh, mais moi, en fait, je n'exclus rien. Moi, je n'exclus rien. Quand on voit l'acharnement, comme avait dit, de la France, n'est-ce pas, contre notre pays, en complicité avec certains chefs d'État de la CEDEAO, oui. dont le président, comment vais-je dire, sénégalais, le président ivoirien, et le président... Bon, le Nigérian encore, il s'est ramolli. On n'entend plus parler parce qu'il y a la pression de sa population. Et on a vu, et je pense que c'était au mois de septembre, il y a eu une tentative de déstabilisation au Burkina, dans laquelle était impliqué carrément le chef d'état-major général, et qui concernait les trois pays d'ailleurs, le Niger, le Burkina et le Mali. À partir de cet instant, je n'exclus absolument rien du tout. Je me dis,
c'est dans l'ordre du possible. Donc, c'est dans l'ordre du possible que Bazoum est tenté de quitter. Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on est en Afrique, n'est-ce pas? Bien évidemment. Mais ce qui est intriguant dans l'affaire, si c'est pour le faire évader, ne serait-il pas mieux de le faire évader seul que de vouloir, à 3 heures du matin, avec sa famille, ses 2 cuisiniers, ses 2 éléments de sécurité, à la queue leu, ils vont sortir à 3 heures du matin dans une zone comme ça, la présidence de la République, n'est-ce pas? Dans le communiqué, il était dit qu'il devrait se rendre dans le quartier, un véhicule banalisé qui les attendait à quelques encablures de la présidence. Mais cette zone, la nuit, là, cette zone-là, c'est une zone karma, c'est une zone à la limite, quand tu l'empruntes, tu te dis, c'est à tes risques et périls. Voilà, et surtout dans ce contexte actuel. Maintenant, comme on est en Afrique aussi, comme c'est l'Afrique là, il n'est pas exclu qu'un charlatan vienne voir pour lui dire j'ai un médicament, un charme ou je ne sais pas moi, un talisman. Quand vous allez porter ça, vous allez sortir tranquillement. Personne ne va vous voir. Moi, je n'exclus pas des choses comme ça en Afrique. Et ils ont cru que ça allait marcher. Dieu seul sait. Mais moi, je dis, comme l'enquête est ouverte, l'enquête va permettre de déterminer. Mais sinon, si ça ne tient pas la route, c'est que je ne vois pas le lien quand on dit qu'ils sont allés juste dans une maison à Tchangari. Où ils ont pris des complices, où il y a eu même une tentative de résistance avec 2 blessés. Ça signifie que c'est une histoire avérée. Moi, je dis, et il ne faut pas exclure que d'autres suivent. N'est-ce pas? Parce qu'il faut bien se dire ce qu'on voit en train de se passer contre notre pays à cause d'un coup d'État. Il y a la CEDEAO, il y a comment on appelle, toute la communauté, les partenaires techniques, ils ont tous suspendu leur coopération. Et voilà que brutalement, à 21 encore, l'Union européenne se lève pour dire des sanctions supplémentaires. Alors, ça signifie quoi? Le CNSP doit redoubler donc de vigilance. Mais bien évidemment, pas que le CNSP, tous les Nigériens, ces gens sont capables de perpétrer des attentats pour créer une psychose généralisée dans le pays. Moi, je dis c'est des choses à ne pas exclure. La vigilance doit être de mise à tous les niveaux. Ce n'est pas une affaire de CNSP, mais c'est une affaire de tous les Nigériens. La vigilance doit continuer à être de mise pour éviter toute surprise désastreuse contre notre pays. D'accord. Merci bien. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Nous passons au deuxième sujet du forum de la presse de ce vendredi. La première édition du forum Paix et Sécurité 2023 s'est tenue à Lomé au Togo du 21 au 22 octobre avec comme thème central comment renforcer les transitions vers la gouvernance démocratique en Afrique. Cette édition a réuni 10 pays dont ceux du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le forum de Lomé de 2 jours a permis d'aborder largement les transitions politiques et les problèmes de gouvernance démocratique en Afrique. Arimi Abba, avez-vous d'autres informations sur cette rencontre? Non, ce qu'il faut retenir, c'est que le Togo, n'est-ce pas, essaie vraiment de se distinguer, essaie vraiment d'apporter un plus dans tout ce qui est en train de se faire et de se dire, parce que nous sommes quand même concernés, il faut le dire. Quand on parle de transition, on parle y compris de transitions comme la nôtre, qui date de 3 mois, mais aussi ce qui se passe au Bénin, au Togo, au Burkina et au Mali, et sans oublier la Guinée aussi. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, à mon avis, et le Togo, qui s'est déjà distingué dans l'appréciation de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, qui s'est démarqué de beaucoup de pays de la sous-région, n'est-ce pas, et déjà au Burkina, ils étaient forts, avaient essayé de faire une médiation vraiment seuls. Au Niger aussi, ils étaient les premiers à autoriser quand même le passage des produits de première nécessité et surtout des produits pharmaceutiques par leur port. Et donc, ils sont en train de proposer autre chose. Et moi, je pense qu'on en a
énormément besoin. Dans la droite ligne de ce que l'Algérie a commencé et qui s'est très vite arrêté, je crois que c'est une manière d'instaurer un dialogue. Et parler des transitions politiques en cours en Afrique, je crois que ça s'impose. Parce que, tel que les sanctions contre le Niger, par exemple, ont été carabinées, n'est-ce pas, par certains chefs d'État, n'est-ce pas, poussées à n'en point douter par des forces extérieures, je crois que on doit avoir notre point de vue à nous. L'Afrique doit avoir son point de vue à elle, oui. Justement, un membre du CNSP, le général Toumba, avait participé à cette... Il était revenu même sur les raisons de ce coup d'État. Justement, oui. Justement, ça a permis d'expliquer. Donc, de parler des structures, des organisations, vraiment, je dirais, comme le CNSP, n'est-ce pas, façon... Les gens se sont mobilisés à les isoler. Ça a permis aussi d'amener, c'est justement les raisons qui les ont amenés à prendre le pouvoir, mais aussi ce que le Niger est en train de vivre, le traitement dont a été victime le Niger, parce que là, je reste fermement là-dessus, que nous avons été exagérément sanctionnés. Personne, même Gaza qui est en train d'être bombardé n'a pas connu le même genre de sanctions. Donc, c'est une occasion que je crois qu'on a trouvé et le général, le ministre de l'Intérieur, le général Toumba s'en est très bien saisi. Et pour une fois, j'ai vu sur des chaînes sur des radios internationales, n'est-ce pas, où généralement ces derniers temps, les Nigériens n'ont même pas accès. Il a pu quand même s'exprimer. Les propos sont relayés. Justement, les propos ont été relayés et je crois que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non seulement, ceux qui le font connaissent les véritables raisons pour lesquelles ils le font, mais aussi l'opinion de ces pays-là, de vive voix, ont dû entendre. Donc, c'est vraiment une initiative très louable. Moi, je pense qu'on doit privilégier de telles initiatives au lieu d'être des va-t-en-guerre dans un contexte d'insécurité que nous connaissons déjà et dans tous les cas des démarches vouées à l'échec, comme cette tentative de venir attaquer le Niger. Dès le départ, on sait que c'est une menace. On était inquiet que le Niger puisse être attaqué, mais on savait aussi que c'est extrêmement compliqué pour tous ces pays qui étaient agités de venir attaquer le Niger. Par quels moyens, n'est-ce pas? On sait que tous ces pays-là, hormis toute autre considération, sont aussi quand même des pays en crise. Donc, en Afrique, justement, voilà, on doit toujours privilégier les moyens de se parler. Et on parle de première édition, et puis ça veut dire qu'on pense que les prochaines éditions... Justement, il y en aura. Et peut-être qu'il ne s'agira pas que du Niger ou du Burkina, il y aura peut-être d'autres choses. Et dans tous les cas, parce que vous le savez, c'est question de coup d'État. Ici, on l'a répété à plusieurs reprises, il faut que ceux qui sont encore au pouvoir ou déjà au pouvoir, n'est-ce pas, jouent correctement le jeu démocratique, la bonne gouvernance pour que ça n'arrive pas. Je me rappelle avec un de nos confrères ici, on a carrément failli s'empoigner là-dessus, mais c'est la réalité, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de la chose démocratique, ça amène à ça. Et ça, il faut trouver le moyen de se dire, c'est en amont qu'il faut agir, à mon avis. C'est en amont qu'il faut agir. C'est une initiative à saluer. C'est louable, c'est louable. Il faut toujours privilégier les occasions de se parler, parce que c'est tout le monde qui s'en vient. Et ça permet à tout le monde de dire ce qu'il pense. J'ai vu toute la chaîne de recommandations qu'il y a eu, je crois, en 3 volets. Et je crois que c'est très important, c'est à reverser dans le compte de l'Union africaine ou de la CEDEAO elle-même, ou de grandes structures qui peuvent aussi s'en servir pour dire voilà ce que le forum, par exemple, du Togo nous a donné. Je crois que c'est fort, oui, on sait comment il est arrivé au pouvoir, comment il reste, mais c'est toujours bien. C'est comme ça qu'il faut procéder, à mon avis. Mais Mouna, que pensez-vous de ce genre d'initiative au moment où certains des pays participants connaissent une transition militaire, comme il s'agit du Niger, du Burkina, du Mali? Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette initiative? Je pense qu'il faut d'abord féliciter le gouvernement togolais pour avoir eu l'initiative, en tout cas, d'organiser un tel forum et dans ce forum, d'appeler
les principaux, en tout cas les principaux pays qui sont dans cette situation, j'ai nommé le Mali, le Burkina, la Guinée et puis le Niger. Donc, ça a permis aux uns et aux autres de connaître, de savoir et d'être plus informés sur les problèmes réels, de nos pays. Le problème réel est le fait que le général aujourd'hui s'est retrouvé devant ce public pour leur dire terre à terre comment est-ce que ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont renversé le pouvoir. Il a bien été clair, il l'a dit. Et aujourd'hui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce qu'il faut venir, comme il a dit, au Niger pour être plus informé de la situation, surtout de la situation sécuritaire. Il a expliqué pourquoi ils ont demandé le retrait de la France. Il a expliqué que durant plus de 10 ans, aujourd'hui, le Niger fait face à des attaques de djihadistes. Il a expliqué comment aujourd'hui, de par les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, le peuple nigérien est en train de souffrir. Il l'a expliqué. C'est en substance les problèmes de gouvernance. Oui, il a expliqué, oui, c'est le problème de gouvernance. Et on l'a toujours dit. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes un pays ou un président démocratiquement élu. Non. Il faut se fier dans ce cas, quand tu dis que tu es démocratiquement élu, il faut d'abord, dans ce cas, être toi-même démocratique à tout bout de champ. Ça veut dire que la malgouvernance, là, jusqu'à présent, il y a des pays qui sont dans cette situation de malgouvernance. Mais selon vous-même, qu'est-ce qui explique cette malgouvernance aujourd'hui dans nos États, dans nos pays d'Afrique? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, ils n'ont pas pitié de ce peuple-là qu'ils dirigent. Ils sont des gens qui sont là pour manœuvrer, pour piller, pour tout simplement passer à la corruption. Aujourd'hui, il n'y a que de l'impunité. Et quand un pays vit de cette impunité-là, ça veut dire que c'est les dirigeants. Vous voulez dire donc aujourd'hui que cette démocratie n'est même pas une réalité? La démocratie n'est pas une réalité, en tout cas en Afrique. En Afrique, pour ceux, parce que dans les autres, même si je dis en Afrique, c'est en Afrique de l'Ouest. On constate qu'il y a un piétinement les pays du Sahel. Ça veut dire que quand vous regardez, on est entouré par le Nigeria, on est entouré par le Ghana, mais ce sont des pays aujourd'hui d'exemple pour la démocratie. Mais pourquoi est-ce que chez nous, en Afrique de l'Ouest, on n'arrive pas à comprendre le peuple? On n'arrive pas à les dirigeants que le peuple, soi-disant, parce qu'il y a des dirigeants que ce n'est pas le peuple qui les amène au pouvoir. C'est des mains d'autres pouvoirs qui les amènent. Nous, on connaît tout. Mais le gros problème, même si tu voles pour venir, il faut... En tout cas, puisque Dieu t'a donné la possibilité d'être président, il faut agir en tant que président démocratiquement élu. Il faut que les choses qui t'entourent, il faut veiller, en tout cas, à la bonne santé de cette population-là et laisser les gabégies et les corruptions à part. C'est ça, en fait, qui fait en sorte que même demain, on va se réveiller avec un autre coup d'État. Tant que la malgouvernance... mais en Afrique, c'est comme ça. L'Afrique de l'Ouest, là. Mais c'est pas maintenant, c'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest. On va au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Parce que on a toujours décrié la situation de malgouvernance. Mais tant qu'il y a cette situation de malgouvernance, il y aura toujours un autre coup d'État qui sera fait. Donc, évitons, en tout cas, prenons l'exemple de certains pays pour demander comment les choses se passent. Aujourd'hui, ici, nous sommes... l'exemple de certains pays qui sont aujourd'hui en train d'avancer tranquillement. On ne parle pas de coup d'État quand même. Mais regardez, moi je me dis que même le djihadisme autre là, c'est vraiment la malgouvernance qui a amené certaines zones là où des jeunes sont aujourd'hui reconvertis en djihadisme dans cette situation-là. Donc, tant qu'on ne peut pas sauvegarder les minerais que nous avons ici, ou bien tout simplement le peu que le peuple nigérien devrait avoir, et on les prive de ça, moi je suis sûr que nos États continueront de faire face à cette malgouvernance. Alors, au cours toujours de cette rencontre de Togo, les participants ont formulé, comme le disait Arimi, une série de recommandations relatives au renforcement des transitions vers la gouvernance démocratique et au renforcement de la résilience des États dans le droit dans un contexte d'extrémisme violent et de terrorisme. Mais vous, Ousseini, selon vous, est-ce que nos États aujourd'hui ont besoin de régime militaire ou plutôt d'une gouvernance
gouvernance démocratique? Je salue d'abord l'initiative de Faure. Quoi qu'on dise, c'est un visionnaire. Il a compris qu'il ne sert à rien du tout. Nous sommes tous dans le même bateau, dans la même barque, tous les pays africains. Même si son pays n'est pas... Faure a vite compris que c'est une manipulation de la France. Il faut qu'on sorte de ce giron-là. On nous fait vendre, on nous présente, on dit la démocratie. C'est la démocratie qu'on fait dans nos pays. Mais on dit qu'elle n'est pas une réalité. Non. La démocratie suppose quoi? C'est le meilleur système politique au monde, où le citoyen a son mot à dire. Il t'a désigné pour conduire à la destinée du pays. Si tu fais mal le travail, il a cette possibilité de te débarquer à la fin de ton mandat. Mais tu viens au pouvoir, tu mets de côté tous les mécanismes permettant aux citoyens de te sanctionner en te reposant sur la force publique, l'armée, la police, pour considérer que c'est toi qui as tout ce machin. Et tu ignores, tu mets de côté les règles et les principes pour devenir un dictateur civil. Ça met en jeu vraiment la... Ça met en cause. Alors, l'armée va continuer à être l'arbitre. Quand on empêche aux citoyens de manifester, même dans la rue, de manière... Mais attends, alors, par quel mécanisme on peut chercher un régime impopulaire, un régime tortionnaire? Par quel mécanisme on peut le chasser? Parce que c'est la même armée, ce régime-là utilise pour mater les populations. Tout le monde voit. Les Occidentaux qui sont des hypocrites, ils voient. Mais ils ferment les yeux. Oui. Parce que tout simplement, pour eux, c'est bien les messieurs qu'on a au pouvoir parce que c'est eux qui nous assurent, comme avait dit, nos arrières. Les ressources dont on a besoin avec eux, ils sont prêts à nous céder à dans des compromissions et tout, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils priment les droits de l'homme, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils ont fait au Togo, n'est-ce pas? Les recommandations, c'est des recommandations pertinentes. Tout le monde aime la démocratie. Hein? C'est pas que les gens sont contre la démocratie. Mais quand la démocratie est mal faite, est mal appliquée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des coups d'État de temps en temps. De temps en temps. Sans vous couper la parole, tout le monde veut la démocratie aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour cette démocratie aujourd'hui? Les gens qui sont malhonnêtes, c'est les politiciens. Tout le monde te dit je suis démocrate. L'homme politique a failli. Ils sont des malhonnêtes. Ils sont des malhonnêtes parce que quand tu viens, et regardez ce qui se passe en Occident, Trump a été président, mais Trump a été battu. Et Hollande, quand il a senti qu'en allant, il n'aura pas un deuxième mandat, il ne s'est même pas donné la peine de se machiner. Mais partout ailleurs, c'est comme ça. Tu sais que tu as mal travaillé, tu es devenu impopulaire, tu ne te casses même pas la tête, tu te dis. Parce que tu sais que la sanction, là, le peuple va prononcer la sanction. Mais dans nos pays, le monsieur vient, il s'installe, il se transforme en roi télé. C'est lui qui gère tout. C'est pour ça que j'ai dit, les mécanismes, les principes, tout le monde les connaît. Il faut peut-être les renforcer. Il faut faire en sorte, et je l'ai toujours dit dans tous les débats, il faut faire en sorte qu'on ait des justices, une justice véritablement indépendante, une justice au service de la société, pas au service d'une classe politique au pouvoir. Quand on n'a pas cette justice-là, il ne faut pas se faire d'illusions, parce que tout simplement, c'est les mêmes acteurs, quand la personne est en position de pouvoir, ils corrompent la justice. Il va vers la justice va lui donner raison. N'est-ce pas? Oui. Et puis on va dire non, il est parti, oui, les règles sont respectées. Les Blancs vont dire les règles sont respectées. C'est faux. Les règles ne sont pas respectées parce que les juges ne sont pas droits. Alors, est-ce qu'on doit continuer? Quand les gens, tout le monde sait, comment éviter les coups d'État? Les coups d'État, oui, justement, tout le monde le sait. Tout le monde sait. Il faut bien gérer. Alors, oui. il faut bien gérer. Il faut faire la bonne gouvernance. Il faut être mais la bonne gouvernance sous-entend quoi selon la bonne gouvernance, le simple Nigérian aujourd'hui? La bonne gouvernance suppose que tu as l'écoute de ton peuple. Tu as l'écoute de ton peuple. Tu essaies de satisfaire les besoins de ton peuple. Parce que tu as pris des engagements vis-à-vis de ce peuple-là. Tu viens élu démocratiquement. Et que tu sois transparent dans la gestion. Il faut que les citoyens sachent comment l'argent public est géré, où ça va, que tu puisses, que les besoins primaires du peuple, aller à l'école, avoir la santé, avoir la santé, la séparation de pouvoir. Mais alors, mais tu viens parce que tu es parti, tu as volé dans les urnes, tu as bourré les urnes, tu viens, et puis l'Occident, les gens acclament, oui, il a bien joué, il a gagné. Ils proclament avant même que la CENI proclame, et machin, c'est de où on te félicite.
les Occidentaux, parce qu'ils sont d'accord, ils savent que c'est toi qui vas venir faire leur travail de compromission des ressources du pays au détriment des citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes optimiste que nos États, nos pays pourront vraiment éviter ces coups d'État? Il faut mettre en place des mécanismes pour garantir la séparation effective des pouvoirs. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, ça dit que l'Assemblée joue son rôle. Je peux être député au titre d'un parti politique, mais quand je viens, je suis là au titre du peuple. Tout mandat impératif est nul. Mais est-ce que c'est observé dans nos pays? N'est-ce pas? Quand on dit juge, le juge est là pour la société. On t'amène, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui décide de ta nomination au poste où tu es là. Tu considères que tu dois être au service de ce monsieur. Non, il faut qu'on arrive à mettre des mécanismes où le juge doit être véritablement indépendant. C'est-à-dire, il est là pour la société. Qui que tu sois. La liberté d'expression, de manifester. Tout ça, ça doit être tout ça, c'est une affaire de justice. Tant qu'il n'y a pas ça, mais il ne faut pas se faire des illusions. Récemment, on a fait 12 ans, on n'a pas le droit de marcher à Niamey. Le forum de Lomé s'est achevé avec la naissance d'une déclaration de Lomé sur ces transitions politiques issues des coups d'État. Ils disent que cette déclaration donc permettra d'éviter les coups d'État et aider les juntes militaires à sortir des états d'exception. Ici au Niger ou bien dans les autres pays qui connaissent ces coups d'État, comment ces juntes militaires pourraient-elles arriver à sortir des états d'exception? Mais laisse-moi, je vais juste placer un mot, tu vas continuer. Mais c'est quoi sorti? On est dans une transition, non? Malheureusement, l'Occident ne nous facilite pas et la sous-région ne nous facilite pas la conduite de la transition. Moi, je suis convaincu que ces gens qui sont là, ils sont prêts, ils n'ont aucune envie de rester certainement au pouvoir. Ils sont prêts à restituer le pouvoir aux civils. Mais encore faudrait-il qu'on facilite la tâche pour aller vers ça. Mais quand des gens se mettent dans une logique où il faut forcément ramener ceux-là qu'on a évincés du pouvoir. Moi, je dis, il y a une malhonnêteté dans la démarche. Les militaires, aussi bien au Mali, il y a des situations que les civils ont créées. Cette situation d'insécurité qui perdure dans nos pays, où on tue des gens, où des civils sont là couchés dans des palais, ça ne les préoccupe pas. Ils sont même de connivence souvent avec les djihadistes. Et c'est eux qui ont créé cette situation-là. Alors, il faut ramener d'abord la paix. Oui. Pour pouvoir d'abord penser à remettre les... Oui, justement, rien ne peut se faire sans la paix. Or, c'est la particularité de nos 3 pays qui sont dans cette situation de transition politique. C'est cela, le Niger, le Burkina, le Mali. On est vraiment, ça fait 12 ans qu'on se bat seul, n'est-ce pas, face à cette insécurité-là. Et malheureusement, ceux qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui ne nous ont aidés à rien du tout. Ok, donc il faut restaurer la sécurité. Oui, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait la sécurité effective avant de passer à un régime civil, non. Mais au Niger, on a une tradition quand même de transition, n'est-ce pas, de nous-mêmes, depuis qu'on est assez grand, qu'on suit de très près ce qui est en train de se passer. Nous avons connu la transition du général Barré, on a connu la transition avant lui, il y avait Wanké, n'est-ce pas, il y a eu Salou. On a vu à chaque fois c'est ce que le CNSP veut faire, en ce qu'il semble. Ils veulent aussi en mettre, la tradition de chez vous aussi, qui est une tradition civile, n'est-ce pas, où à chaque fois les textes, n'est-ce pas, qui régissent le fonctionnement des différentes institutions ont été revus, comment le pouvoir doit fonctionner ont été revus. Et je crois que cette fois, c'est la bonne parce que ça vient 30 ans pratiquement après la conférence nationale souveraine. Et beaucoup de gens qui pourraient faire partie du conseil consultatif qui peut être mis en place pourraient être des gens qui sont nés après même, n'est-ce pas, la conférence nationale. Et donc, c'est l'occasion vraiment de toiletter nos textes. Nous en avons beaucoup. On a essayé, on est quasiment un laboratoire en matière de démocratie. Nous sommes à notre 7e République, mais il y a lieu de réviser, vraiment de créer des textes qui vont mettre en place des institutions fortes, mais pas des personnes fortes. Oui. C'est de cela qu'il s'agit et je pense qu'il y a moyen de le faire. Voilà, pour clôturer ce sujet, mais vous, comment vraiment restaurer la paix et la sécurité, comme le disait Ousseini, dans ces pays vraiment qui ont connu? Comment vraiment restaurer cette paix?
rapidement pour comment restaurer la paix dans nos trois pays? Oui. C'est de les accompagner, en fait. Parce que nous avons vu, quand je dis les accompagner aussi, il faut les accompagner dans le sens donc, de recueillir des informations logistiques et tout, mais pas dans le sens où on a vu la France aujourd'hui accompagner ces trois pays. Non, parce qu'en 12 ans, 10 ans ou 12 ans, la présence de la France n'a rien arrangé, en tout cas pour les trois pays. Ça a exacerbé. Oui. Parce que si la France s'était vraiment mise dans la position de lutter contre les djihadistes, on ne serait pas jusque-là dans cette situation la zone des trois frontières. Parce que c'est là-bas qu'il faut signaler. C'est là-bas que ça persiste beaucoup, la zone des trois frontières, et vers Tawa. Donc moi, je me pose la question. Aujourd'hui, si on veut nouer des partenariats, il faut d'abord qu'on essaie de voir le partenaire fiable avec lequel on va signer une convention. Parce que c'est vrai, nos armées, je ne pourrais pas dire que nos armées ne sont pas bien équipées ou bien, en tout cas, pour combattre, les forces du mal, mais de toutes les manières, on aura besoin d'appui. Vivement donc la restauration de la paix, de la sécurité dans ces pays vraiment qui connaissent une insécurité, qui connaissent ces coups d'État. Dernier donc sujet du forum de la presse de ce vendredi 27 octobre. Sujet santé, une épidémie de la maladie de la diphtérie sévit dans la région d'Agadez. À la date du 25 octobre 2023, 220 cas et 25 décès ont été enregistrés dans la région. Selon Hamissou Maman, chef service à programmation et information sanitaire à la direction régionale de la santé publique, qui était au micro de notre correspondant Moussa Maman. Je vous propose de l'écouter. L'épidémie qui est en cours, c'est l'épidémie de la diphtérie, où on enregistre à ce jour 220 cas avec 25 décès. Et on a fait le point de ces épidémies à la population, au comité de One Health, le comité Unicel Santé. L'appel qu'on peut donner à la population par rapport à cette épidémie qui est en train de sévir, c'est essentiellement, en tout cas, les mesures d'hygiène. Maintenant, par les mesures d'hygiène, maintenant, il faut aussi faire recours précocement aux soins, parce que c'est une maladie, quand on ne fait pas recours aux soins dans les meilleurs délais, elle a un taux de létalité en tout cas très 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 important. Heureusement pour nous au niveau de la région d'Agadez cette fois-ci, avec la sensibilisation qu'on a eu à faire, et ce que les gens ignorent, la diphtérie c'est une maladie évitable par la vaccination. Ça concerne pour le moment cette vaccination les enfants 0-11 mois qui sont la cible de la vaccination PEV de routine. 220 cas enregistrés et 25 décès à la date du 25 octobre 2023. Et selon toujours ces médecins, la maladie de la diphtérie est une infection respiratoire qui induit des atteintes du système nerveux central, de la gorge ou d'autres organes entraînant la mort par asphyxie. Alors, Hussein Issa, un mot sur cette maladie qui continue de faire ravage à Agadez. Bon, mais c'est quand même une maladie qu'on connaît, ce n'est pas une maladie nouvelle, n'est-ce pas? Ça fait partie carrément des pathologies pour lesquelles il y a des vaccinations qui se font et tout. Il l'a précisé, le médecin. Maintenant, quand il y a la résurgence de ce genre de maladie, ça veut dire qu'il y a problème. C'est localisé actuellement, je crois, dans la région d'Agadez uniquement, mais il faut craindre que ça ne se propage aux autres régions du pays. Mais ça doit aussi renseigner sur une situation qui est là de manière générale. Laquelle? La situation, c'est que le problème de l'accès aux soins de santé, n'est-ce pas? Parce que quand on parle, quand tu entends les gens parler, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait... Non, le problème, l'accessibilité financière. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème sérieux qui est là. Vous allez dans n'importe quelle formation sanitaire, si vous n'avez pas l'argent... Comment accéder donc à un médicament? Mais quand on crée une situation où même le public devient payant, il n'y a pas de social, il n'y a rien, ça fait qu'il y a une réticence. Quand les gens sont souvent malades, ils préfèrent, ils ont une situation, ils préfèrent recourir, à des pratiques traditionnelles. Oui. Maintenant, et puis bon, sans se dire, sans chercher à savoir. Ils s'exposent bien évidemment. Alors, moi j'ai dit une chose, dans tous les pays au monde, y compris dans les pays occidentaux, c'est qu'il y a un minimum de prise en charge des populations. Ici, de plus en plus, à travers ces mécanismes, on nous impose des politiques
où on dit prise en charge, comment dirais-je, des coûts, des choses comme ça qu'on ne connaissait pas. Et les gens sont pauvres, il faut le dire. Les gens sont pauvres. La personne, il a vendu ses chèvres, il a tout vendu, il n'a plus rien pour aller. Il va faire quoi? Il va se résigner. Oui. Voilà les situations auxquelles nous sommes confrontés et on parle d'hygiène. Mais l'hygiène, c'est quoi? Quand on se trouve dans des situations comme ça, c'est que ça veut dire que même le minimum, souvent, les gens ne l'ont pas pour acheter du savon. Surtout que c'est une infection respiratoire. Oui, mais bien évidemment, l'environnement compte beaucoup. Voilà des situations dans lesquelles on est. C'est des choses simples. Hein. Maintenant, quel est l'accompagnement de l'État? Parce que le temps n'est pas de dire, quand il y a un problème, on se réveille, on court, on dit voilà la situation. Et après, on oublie. On oublie. Il faut voir, même choléra dont on parle là. Mais pendant une période donnée, on ne connaissait pas choléra. Ça a disparu totalement. Mais voilà, les dernières années, ça a disparu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'il y a un abandon des populations. Il n'y a pas un minimum de prise en charge. Et quand il n'y a pas ça, les gens, ce n'est pas de gaieté de guerre qui ne vont pas vers les formations sanitaires. Parce qu'il n'y a rien. Allez-y, pour ma tante l'hôpital régional, là. Quand vous allez voir la situation à l'hôpital régional, dans toutes les formations sanitaires, mais vous vous posez des questions. Merci bien. Maimouna, un mot sur cette maladie, la diphtérie qui sévit à Agadez? Ce que je ne peux qu'ajouter à ce que Hussein vient de dire, parce que c'est la triste réalité de nos centres de santé. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de prise en charge sociale au niveau de ces centres de santé, mais on risquerait d'en arriver à ce point. Donc, ça veut dire qu'également, il y a l'accessibilité. Aujourd'hui, il y a des centres de santé qui sont un peu éloignés de la population. Donc, le fait même de s'y rendre, c'est un problème pour le malade. Et ensuite, il a parlé de la sensibilisation. C'est vrai, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Il faut de toutes les manières et être plus proche de la population, leur parler de cette maladie et comment est-ce que, en les sensibilisant, comment est-ce qu'ils peuvent éviter cette maladie-là. Voilà, et peut-être les soins primaires. Effectivement. Alors, une maladie qui a déjà fait 25 morts à Rémy, c'est inquiétant. Comment la population doit s'y prendre pour se protéger? Écoutez, le médecin qu'on a écouté tout à l'heure, il a dit, c'est comme la plupart des maladies. On l'a dit quand il y a eu le Covid ici, que c'est ce qu'on a appris avec la maladie donc Covid, c'est ce que normalement ça devait se perpétuer parce que c'est l'hygiène de tous les jours, c'est vraiment la salubrité, c'est le lavage des mains, n'est-ce pas? Justement, c'est des choses pour toute la vie, c'est valable. Et la population aurait pu certainement, c'est fait peut-être, être sensibilisée à ça. Ce qui m'inquiète, c'est quand même plus de 10%, 11% de létalité. C'est énorme à mon avis. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est la partie la moins peuplée de notre pays qui est touchée. Ça a été d'ailleurs le cas, je me rappelle, il y a quelque temps, avec aussi la maladie, la méningite. C'était aussi à Agadez qu'on avait écouté et c'était la même chose. Et ça en dit quand même long. Ce n'est pas une population, il n'y a normalement pas une concentration humaine, il n'y a pas... Qui pourrait expliquer, la propagation. Oui, la méningite c'est Agadez, aujourd'hui la diphtérie c'est Agadez. Peut-être que c'est dû à la concentration au niveau de la ville d'Agadez, qui est aujourd'hui quand même surpeuplée, il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Un bon nombre l'arrivée de beaucoup de migrants, le blocage des migrants et tout. On ne dit pas que c'est les migrants qui amènent, mais quand il y a une concentration humaine, il y a des risques de propagation de toutes sortes de maladies. Il suffit qu'il y ait un seul malade, tout de suite plusieurs autres vont l'attraper. Néanmoins, il dit que des dispositions sont prises. Voilà, pour donc faire face heureusement à les dispositions sont prises. Mais espère, continuer à sensibiliser. Mais la question de la prise en charge dans notre pays, elle doit être mais aujourd'hui, en fait, il n'y a que le privé, il faut le reconnaître. Parce que, généralement, on va au public parce qu'on pense qu'on va avoir un peu de réduction. Mais quand vous faites le point, finalement, vaut mieux aller
dans le privé même, où on perd moins de temps et où on est quand même satisfait parce qu'on ne sait que c'est tout de suite qu'on va. Or, tu vas passer, d'abord, tu ne sais pas qu'est-ce que tu payes, qu'est-ce que tu ne payes pas, c'est à quoi ça sert l'argent que tu donnes. Or, on a un environnement aujourd'hui vraiment, une ambiance de pauvreté qui règne dans notre pays. Il ne faut pas se le cacher. On souhaite vraiment que cette situation il faut faire face à ça, soit, c'est vraiment sérieux. Sous ça, là, contrôle, je pense que le CNSP, là, ça, vous voyez, c'est des choses qu'il faut régler une bonne fois pour toutes avant de continuer. Effectivement. C'est le droit à la santé, rapidement, c'est nous sommes à la fondamental. fin. Je viens rapidement souligner que je viens de lire un communiqué, une note d'information du ministère de la Santé qui dit qu'il y a le truc de dengue. Ils disent que c'est des cas dans la sous-région et qu'il faut faire. Ils ont donné les signes un peu, comment dirais-je, comment ça se manifeste. Et ils disent qu'on n'a pas de laboratoire pour pouvoir. Alors, moi j'ai dit voilà encore un autre défi. Qui se pose. On souhaite vraiment que ces situations soient au contrôle. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse de ce vendredi 27 octobre 2023. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Merci chers invités. Memouna Diado, journaliste indépendante. Ousseini Issa, journaliste indépendant également. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes les samedis et dimanches avec l'actu des jeunes dès 17h suivi de Tous à la Fada et les forums en langue Hausa et Zerma les samedis et dimanches à partir de 18h15. La technique est assurée par Seni Saka, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nafisa Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.